repart. Donc, alors, croissance positive et solide, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça à la fin de la semaine dernière, avec donc la note de l'INSEE qui rythme tous les 6 mois notre vie. La vie des macroéconomistes que vous êtes. C'est plus rapide maintenant que tous les 6 mois. C'est tous les 3 mois maintenant. Il y a des points de conjoncture. Ouais, mais la vraie. Je ne suis pas. C'est toujours un truc, ça. C'était Emmanuel Le Chypre qui m'avait expliqué ça, qui m'avait dit, parce que pourquoi les perspectives à 6 mois toujours de l'INSEE, c'est pour éviter d'être en porte-à-faux quand même si l'INSEE est totalement indépendante évidemment, mais être en porte-à-faux avec les prévisions budgétaires. Si tu sors la prévision budgétaire et que tu as le chiffre de l'INSEE sur l'année qui ne dit pas la même chose. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait que l'essentiel des prévisions sont faites sur la base d'enquêtes de conjoncture. C'est quand même difficile de les utiliser pour... il faudrait utiliser des modèles, là, vraiment, pour aller plus loin. Écoute, le corps nous parle de 2035, si tu veux, en termes... Oui, mais c'est pas de la modèle, c'est de la projection. C'est de la projection, là, c'est pas de la prévision. On a quand même un ministre qui nous dit, en 2035, on aura peut-être... 1 milliard près, je sais. Non, 200 millions d'euros, il a 200 dit. millions, 200 millions d'euros 2035. C'est bon. Le mec, en même temps... On n'est pas sur la même problématique, parce que 2035, si je suis ministre de l'économie, c'est loin. Si on parle des 9 mois, ça m'oblige à intervenir. Je vais te dire, par rapport à l'époque où on suivait ça comme le lait sur le feu, je trouve qu'on a gagné un tout petit peu le post-Covid. On était hyper réactif sur 0,1 point de croissance en plus ou en moins. À chaque fois, tu sortais ta règle à calcul pour savoir ça va planter de 10 milliards, les prévisions budgétaires, machin. C'était ridicule. Et j'ai l'impression qu'on en est un peu sorti. C'est-à-dire l'incertitude et la série de chocs qu'on a traversés. Il y a eu la guerre depuis. Oui, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, etc. Machin, et donc on est tombé, on plonge à -8, on remonte à +6. Voilà, là on parle de trucs un peu sérieux. La seule chose qui continue à augmenter toujours, c'est la dette. Voilà. Tout le reste fluctue. On n'aura pas le temps d'en parler, je crois, aujourd'hui, Bertrand. Mais effectivement. Puis quand c'est Pierre Moscovici qui s'inquiète, là, à chaque fois, moi, elle est dans son rôle aussi. Vous mettez n'importe qui à la tête de la Cour des comptes. C'est normal. Si lui ne s'inquiète pas, t'as raison. Donc, mais il a bien contribué quand même. À son temps, il a alimenté la machine. Enfin, c'est lui, c'est lui qui prononce ras-le-bol fiscal. C'est Moscovici. Oui. Qui fait la vraie grosse cassure et le début de la politique de l'offre. Quand même. Tu vois. C'était l'été 2012 ou 2013. Et puis à ce moment-là, on a beaucoup reproché à François Hollande d'avoir beaucoup augmenté les impôts en très peu de temps pour justement baisser le déficit. Donc ne soyons pas contradictoires. Dynamique de l'emploi, plus 44 000 postes au 4e trimestre 2022. Réelle surprise, disent les gazettes. T'es d'accord avec ça, Bertrand ? Oui. Justement, là, l'INSEE était plutôt sur quelque chose d'assez plat, effectivement. Il y a 1 million de salariés en plus, très exactement dans le secteur privé, 1 100 000 salariés en plus par rapport à 2019. Et puis on va voir le petit tweet, je l'avais déjà mis quand Denis Ferrand était venu nous voir la semaine dernière. Cette amélioration de l'emploi, elle est générale, tu nous l'avais déjà dit aussi, Bertrand. L'ensemble, le halo du chômage, le taux de participation à l'emploi. Oui. C'est de la bonne baisse du chômage, parce que généralement, la baisse du chômage est bonne, mais on pourrait imaginer que c'est accompagné d'une hausse du taux d'une baisse du taux d'activité, comme on peut parfois le voir aux États-Unis. Donc une hausse du nombre de chômeurs découragés, une explosion du halo autour du chômage. Il y a plein de signes qui peuvent être inquiétants. On pourrait aussi imaginer que ce sont que des emplois précaires, une explosion des CDD et moins de CDI. Et en fait, on peut regarder le sujet sous tous les angles. C'est un fonctionnement... Une amélioration généralisée depuis que les statistiques existent. On le voit sur la courbe qu'on vous montre. En particulier, les modèles macro de l'INSEE ne permettent de rendre compte de cette création d'emplois. C'est exceptionnel. Alors, il y en a une partie, à peu près un tiers, toujours pareil, qui est liée à l'explosion du nombre d'apprentis. Donc, c'est des emplois. Sauf que ce ne sont jamais que des gens qui auraient été inactifs, étudiants, en général étudiants dans le supérieur, qui passent sous le statut de salariés et donc... Oui, mais ils produisent quand même. En tant qu'étudiants, ils produisent de la richesse. Mais c'est pas exactement la même... Je comprends. Le même processus économique. Donc je ne dis pas que c'est des faux emplois. Voilà. Et puis c'est des emplois à temps partiel, etc.
Mais même si on corrige de cet effet-là, qui explique comptablement, on va dire une partie, que l'INSEE estime à un tiers, on a quand même des créations d'emplois extraordinaires à un niveau de croissance qui reste quand même très médiocre. Et alors après, c'est le sujet de la productivité bien connu, évidemment, qui a baissé, même en corrigeant de l'effet alternant, qui a baissé dans l'absolu depuis 2019. Donc la question de savoir si c'est une baisse qui est conjoncturelle, auquel cas, c'est que du bonheur, ça veut juste dire qu'on crée de l'emploi à croissance donnée, c'est parfait. Il faudrait être sûr que c'est pas un affaissement supplémentaire de la tendance de la productivité, auquel cas ce serait évidemment totalement catastrophique. C'est un peu le souci. C'est-à-dire que quand on compare... Alors, oui, je comprends que c'est le souci, mais c'est quand même davantage de gens qui produisent, même s'ils produisent un peu moins chacun. Juste un point. Ça fait quand même davantage de production à l'arrivée. Juste un point. Si on prend 2019 comme référence, 100 en 2019, on est à 101 sur le PIB, à 106 sur l'emploi salarié privé. Exact. Ouais. Est-ce que... Et donc, en termes de productivité, on est à 96 avec 100 en 2019. Donc, et là-dessus, on voit bien que par rapport aux sorties de récession précédentes, c'est-à-dire après le premier choc pétrolier, après la crise du SME, après la grande récession, on est vachement plus bas. Et donc, la question, c'est comment on explique ce phénomène ? Est-ce que, même s'il y a plein de gens qui produisent, on ne produit rien ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a plein de gens qui bossent, mais on ne produit rien. On produit rien. À ce moment-là, ça nous ramènera aux bénéfices. On sort pas. Les boîtes ne sortent pas les bénéfices qu'elles sortent. Dans la balance extérieure, dans la balance du commerce extérieur aussi. C'est-à-dire qu'il y a un boom économique, mais ça ne profite pas que à la production française et au PIB, en fait. On perd aussi du côté. D'accord. C'est ça le souci. Donc c'est les Shadocks, quoi. Non, mais c'est la question. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien cette dynamique de l'emploi. Parce que dans le même temps, les chefs d'entreprise, alors on n'a pas encore les chiffres du 4e trimestre, je ne les ai pas vus, mais ont un taux d'emploi vacant qui est très élevé. C'est-à-dire qu'on embauche beaucoup, on ne produit pas grand-chose, mais on veut encore embaucher dans tous les secteurs. Bon. Non, mais ça va, moi. Dans tous les secteurs. Non, mais tu peux aussi... Non, mais c'est être dans l'idée qu'on va se mettre à produire de plus en plus, ce que décrivait Bertrand tout à l'heure. Ce que je décrivais, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la bonne hypothèse. Oui, on ne sait pas. C'est le problème. Les processus de productivité sont longs. Si on veut regagner 100, ce ne sera pas avant 2026, 2027. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en termes de productivité, c'est-à-dire en termes d'efficacité économique, on retrouvera 2019 en 2026 ou 2027. C'est long quand même. Je suis pas sûr que ce soit... Anne-Sophie. Par rapport à ça, donc même France Stratégie avait travaillé sur cette question. On voit qu'on est de toute façon vers une tendance, mais c'est pas qu'en France qu'on voit ça, de ralentissement de la productivité. Donc bien sûr, il faut avoir une analyse conjoncturelle, mais plutôt ce qui est intéressant, c'est de voir structurellement pourquoi. Parce qu'on a des emplois qui changent de nature. C'est ça le sujet. Et donc en effet, avec le vieillissement, vous allez avoir énormément d'emplois dans le service. Donc là, on sait que vous allez avoir beaucoup moins de gains de productivité, avec plus de monde qui vont être embauchés. Et par contre, dans ce qui est à très forte valeur ajoutée, on en parle assez des industrialisations, etc., on est dans une phase de réindustrialisation, mais même si on est dans cette phase-là, l'augmentation reste... sur l'épaisseur du trait. Tout à fait. Et on a une situation... Donc, pour moi, c'est plutôt une situation conjoncturelle que structurelle, parce que structurellement, on va avoir cette dégradation de la productivité, mais pas qu'en France, dans tous les pays développés. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, c'est pas une bonne nouvelle. On ne dit pas que c'est une bonne nouvelle ou pas. On essaie de comprendre pourquoi. Donc, quand on comprend pourquoi, il faut regarder au niveau global. On n'est pas les seuls, c'est le cas dans tous les pays de l'OCDE, et d'essayer de voir quelles sont les tendances en termes de qualité de l'emploi. Et donc ça, on le voit en France, mais également dans les autres pays. Comme on est dans la même zone euro, forcément, la structuration de l'emploi a un impact, pas qu'en France, mais aussi dans les autres pays. Donc, si on veut répondre à la question pourquoi, c'est important de voir l'aspect structurel. Après, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, toutes les études montrent que on est aujourd'hui dans ce cycle-là qui est long. En plus, on a la transition écologique qui va... Malgré la révolution technologique, cette baisse de productivité, elle est inéluctable. La fameuse numérisation, on attendait d'avoir des gains qui explosent, n'a pas lieu et n'aura sûrement pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'on a confondu deux choses. On a vraiment confondu la création de valeur ajoutée en créant en effet des Google ou ce genre d'entreprises. Mais le problème, c'est que ce sont des entreprises qui sont globales, mondiales. Et donc, une fois que vous avez eu un pic, et bien ensuite, c'est très décroissant. C'est un peu comme le capital. Ouais. Donc, le gain de productivité qu'on attendait est vraiment
pas aussi important que ce qu'on disait avec la révolution numérique. Et le problème, c'est que beaucoup d'entreprises vont numériser leur processus productif, mais c'est quoi? C'est passer à la numérisation. C'est pas en corrélation avec vraiment de la création de richesse, de la création de valeur. Dans des secteurs où c'est plus spécifique comme la santé, où là vraiment la numérisation, c'est souvent beaucoup de création de valeur ajoutée, parce qu'il y a de la robotique, etc. Mais dans plein de secteurs, notamment les services, vous n'avez pas des gains de productivité qui sont associés. C'est seulement en fait des plateformes ou d'autres manières de vendre. C'est pas forcément une augmentation de la valeur créée. Et donc ça, en fait, on l'a en disant la numérisation, voilà, on va avoir énormément de gains. Donc on s'est dit, ça va, on voit que les gains décroissent, mais grâce à ça, on est sauvé. Et non, avec en plus le vieillissement de la population. Donc c'est sûr qu'on est dans cette tendance-là. Et tu sais comment ça, ce que tu viens de dire se traduit dans les entreprises, c'est toujours la même chose, c'est... alors j'en profite d'ailleurs pour rappeler ce chiffre qui est quand même très important au cœur de notre révolution numérique ou digitale peut-être. Ça y est, la France est fibrée. On a dépensé collectivement, public-privé, 30 milliards d'euros pour réaliser ce chantier extraordinaire. Et tu as aujourd'hui la moitié des chefs d'entreprise qui ne jugent absolument pas utile de basculer dans un univers digital, de modifier leurs outils, etc. Et tout. Et à chaque fois, quand tu discutes avec l'ensemble de ceux dans les fonctions finance, compta, gestion de factures, des choses comme ça, qui pourraient mettre en place l'ensemble de ces outils digitaux, c'est le business case de la digitalisation. Je sais combien ça me coûte d'acheter le logiciel, de prendre un abonnement supplémentaire pour avoir davantage de débit, etc. Combien ça va me rapporter ? Et en fait, tu n'as jamais la réponse à cette question. Tout à fait. Notamment pour les fonctions support, pour le RH, pour avoir un meilleur suivi. Combien ça va me rapporter ? En fait, tu n'en sais rien, tu es complètement dans l'immatériel. Et donc, c'est des chefs d'entreprise qui, à un moment, décident de prendre le pari ou pas de le faire. Mais c'est vrai qu'en termes de business case, de rentabilité de l'investissement des capitaux employés, comme on dit, tu as beaucoup de mal, en fait, à définir ce truc. Vas-y, Philippe. Une remarque sur... Il y a deux choses. Effectivement, on passe, on change de job, etc. Mais quand on compare, là, dans le cycle, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, on est très en dessous de tout le monde. Hein. Ouais. C'est Nous, Français ou nous, Européens ? Nous, Français. Nous, Français. Il y a un côté spécifique à la France qui pose une vraie question. La rate pas une, productivité horaire. On n'en rate Oui, mais pas une. Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça que tu allais dire. L'autre point, c'est que on se focalise toujours sur la productivité en se disant il faut aller vers les entreprises à forte valeur ajoutée, etc. C'est pas ce qui génère le plus de gains de productivité aujourd'hui. Productivité, etc. Il y avait un papier de Krugman il y a très longtemps là-dessus. Je pense que c'est toujours vrai. C'est encore dans le bâtiment qu'on va gagner. On se focalise sur des trucs en se disant là, ça va être génial. Et l'autre point quand même, parce que tu évoquais tes business case, c'est la réponse de Robert Gordon, qui est de dire dans les innovations, etc., qu'est-ce que ça t'apporte en termes de bien-être ? Et donc, quand, à titre particulier... Entre l'iPhone et l'eau courante, qu'est-ce que vous choisissez ? Exactement, ou le frigidaire. Moi, je l'avais avec l'eau courante. Bon, le frigidaire, ça marche aussi. Même pour l'entreprise, qu'est-ce que ça va... Mais évidemment. Ça change. Mais évidemment. Et donc, cette question-là, tant qu'on n'a pas le sentiment que ça va être le jour et la nuit, quand on a découvert le frigidaire, c'était le jour et la nuit. L'iPhone, c'est bien, mais c'est... Oui, mais regarde, Philippe. Alors, quand on a lancé Bismart, je me souviens très bien, donc juin 2020, c'est l'une des premières images que je projette, c'est la une de The Economist, Roaring Twenties. Et The Economist, donc c'était la sortie du confinement, et The Economist fait le parallèle entre l'électricité et la révolution numérique. Et dit, en gros, invention de l'électricité, allez, 1880 pour la faire vite, le temps que ça se diffuse et que ça y est, et au début, il y a cette idée que oui, on a les machines électriques, mais en fait, on produit exactement comme avec la machine à vapeur, on n'a pas changé, l'électricité n'est pas diffusée partout dans l'atelier. Des décennies. Et en fait, c'est 1920 que là, c'est l'explosion de l'électricité. Et il faisait le parallèle, 1980... Bon voilà, l'informatique commence à se diffuser et, pensait-il, 2020, tu as une vraie explosion de la création de valeur digitale. C'est la dynamique de, comment il s'appelle, Björn Nilsson, enfin c'est un nom un peu compliqué à prononcer, qui est à Stanford, qui a fait des bouquins avec McAfee, etc., en disant, jusqu'à présent,
on n'est pas sur la question exacte de l'électricité, mais on a développé des innovations qui ne sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Exactement. Et à un moment donné, on va avoir une convergence Et à un moment donné, tu as le Fordisme. Et à un moment donné, ça transforme le processus de production. Donc, Björn Nilsson disait, il n'y a pas encore très longtemps, on arrive peut-être à cette phase-là. Mais ça fait un petit moment qu'il travaille sur la question. Et la question, c'est est-ce qu'on le voit maintenant? Est-ce qu'on le voit en 2025 ou en 2030? La grande question, c'est est-ce que le télétravail, c'est l'équivalent du Fordisme? Est-ce que ce truc, ah oui, mais qu'on prend à la légère, mais quand tu le regardes, qui supprime les temps de transport, qui organise complètement différemment l'entreprise, qui va faire gagner beaucoup de temps, et on l'a déjà vu, ça y est, c'est fait, en réunion, etc., Oui, etc., etc. Aujourd'hui, ça ne se voit pas dans les chiffres de la... Eh oui, mais ça prend un peu de temps. Oui. Et puis, ça va un peu de temps, j'en sais oui, rien, peut-être, parce qu'il oui. faut que ça s'organise. Et aussi- C'est exactement Et comme aussi parce Ford qu'on qui regarde la transforme l'usine, productivité, on c'est regarde une pas la transformation productivité. complète Faut regarder aussi managériale. la productivité horaire. Tu faisais référence à Denis Ferrand tout à l'heure sur son graphique, etc. Il a sorti un autre graphique intéressant en faisant référence à un propos de Robert Solow en 87 qui disait les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques. Et lui, il dit regardons l'emploi, la qualification de l'emploi, elle est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a 10 ans et pour autant, ça ne génère pas plus de productivité. Eh oui. Et donc, il y a une vraie... Parce qu'il y a des phénomènes macro qui sont beaucoup plus importants que ces transitions-là, qui sont en effet le vieillissement de la population, et ça, c'est pas juste en France, hein, c'est vraiment une tendance globale, et le fait qu'en effet, la numérisation, même si elle a lieu, même si elle est importante, même si elle est aussi importante qu'on aimerait, elle ne créera pas ces gains de productivité-là, parce que quand vous voyez comment la valeur ajoutée est répartie dans les secteurs, on le voit de l'INSEE, eh bien, vous n'avez pas et vous n'aurez pas les hausses de productivité qu'on attendait. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Et voilà nos marteaux-piqueurs très productifs sur l'immobilier parisien qui reviennent agrémenter les dernières 10 minutes de ce débat. J'avais mis des tonnes de sujets, mais non quand même Bertrand, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'en parler. Toi, oui. Le MEDEF, là, c'est parce que donc la campagne pour la succession de Roux de Bézieux est lancée. Et je me disais, on est sorti du fracas, là, pour le coup, totalement. On va avoir, j'ai l'impression, une élection totalement atone qui va intéresser dans les pages intérieures des Échos, du Figaro. Alors Patrick Martin là, a l'air d'être le grand favori. On va attendre de voir ce que fait le patron d'Olot. Mon Dieu, son nom m'échappe. Sobo. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Qui était celui qui avait affronté Roux de Bézieux il y a 4 ans. C'est bien ou pas le fait que le MEDEF, parce que c'est sans doute à mettre au crédit de Roux de Bézieux d'une amélioration sans doute de l'image du MEDEF, de l'idée qu'on est vraiment sorti de l'époque Célière, etc. Tu vois, chaise à porteur et... Alors, oui, non, mais ça, certainement. Et MEDEF de combat, enfin bref. Quoi. Oui, mais enfin, c'est l'environnement politique aussi qui a changé. Je veux dire que ça fait quand même maintenant quelques années qu'on a un discours gouvernemental quand même très pro-business. C'est vrai. En termes d'image, ensuite, qu'il y ait des problèmes, bon, ça c'est autre chose. Mais donc, cette dimension-là du MEDEF qui est de réhabiliter l'entreprise, etc., c'est peut-être plus le sujet essentiel du MEDEF finalement. Donc, mais ça veut dire que c'est gagné dans le pays, ça? On va gagner, peut-être pas définitivement, mais enfin, en tout cas, c'est pas. Il a pas face à lui des gouvernements qui sont anti-entreprise, radicalement anti-business, anti-business, comme ça peut être le cas quand même à certaines époques. Bon, on n'est plus sur les. Enfin, il n'y a plus de programmes de type 35 heures autoritaire, des choses comme ça. Bon, donc les sujets deviennent quand même assez techniques quand même. Alors, le MEDEF, il a 2 choses à faire. Il a à faire du lobbying auprès des pouvoirs publics, donc c'est beaucoup de questions de fiscalité quand même, hein, des choses comme ça. Et puis, il a à négocier, évidemment, avec les organisations syndicales. Et cette négociation, je le dirai jamais assez, c'est pas au niveau interprofessionnel qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas grand-chose à négocier au niveau interprofessionnel. Ouais. C'est dans les branches et dans les entreprises que ça doit se passer. Voilà. Et donc, effectivement, on a un MEDEF qui est apaisé, mais ça peut s'expliquer, bon, par la personnalité des gens, mais ça peut s'expliquer aussi par un contexte qui n'est pas... en termes d'image, l'entreprise sort plutôt grandie des dernières séquences, y compris d'ailleurs la séquence Covid. Exactement. Mais bien sûr. C'est pas mal de le dire quand même. Non, ça reste quand même dans tous les sondages, l'entreprise reste une des institutions quand même les plus solides.
Non mais Philippe. juste une remarque, c'est plus une question qu'autre chose. Est-ce que ça traduit pas le fait que le syndicat professionnel, enfin le syndicat patronal, reflétait des branches qui étaient très industrielles? Je pense à l'UIMM ou à d'autres, et qui En fait, qui sont on disait que les faiseurs de roi, c'était l'UIMM et la Fédération du bâtiment. Voilà, mais, Oui, non, mais toutes les branches industrielles qui ont été au cœur des syndicats patronaux se sont affaiblis avec le temps parce que leur poids dans l'économie a franchement diminué. Et donc, est-ce que ce phénomène-là joue pas à l'apaisement? Finalement, le MEDEF n'a plus le même statut et la même représentation qu'on lui prêtait il y a quelques années. Il est toujours en lien avec le bâtiment quand même, hein, Oui, Patrick oui. Martin. C'est compliqué. Il est dans alors il y a une très belle boîte, hein, 1 milliard de chiffre d'affaires, 3000 personnes, mais c'est dans le B2B lié au bâtiment. Oui. C'est sur de la location de matériel de seconde œuvre, je crois. Enfin bon, on est vraiment dans une sacrée niche. Mais voilà. Anne-Sophie, comment est-ce que tu vois le truc? Juste parce qu'il a donné une interview au Figaro. Il dit important dans un pays inflammable d'incarner une forme de stabilité et de sérénité. Cela contraste avec l'atmosphère inutilement électrique. Là-dessus, je suis pas d'accord avec lui, mais bon, l'atmosphère inutilement électrique qui est aujourd'hui celle du Parlement. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment deux choses. En effet, il y a la forme qui fait que la personnalité quand même des membres a quand même beaucoup changé. Qu'avec le Covid, on a quand même beaucoup parlé aussi de réindustrialisation, de reproduire local, de souveraineté. Donc ça passe par quoi? Par les entreprises. Par les entreprises européennes et françaises. Et moi, je dirais aussi que tous les scandales numériques, des Google et autres, eh bien, en fait, leur a servi. Puisque c'est vrai que le MEDEF, je dirais pas, paraît... pas comme les gentils, mais un petit peu comme ceux qu'on connaît. Ceux Une qui prime sont à la côté. ringardise, tu vas dire. Hein? C'est toi qui l'as dit. Ah, c'est toi pas qui l'as mal. Mais justement, quand on voit, en effet, dans les enquêtes, depuis le Covid, etc., il y a une autre vision de l'entreprise qui s'est aussi transformée. Donc, il y a aussi beaucoup de communication par rapport à ça, que aussi le MEDEF a fait même sur la transition écologique, alors qu'avant, c'était vraiment des sujets qui étaient beaucoup plus exclus. Donc ça, il faut le dire. Et surtout, c'est vrai que je pense que comme on a beaucoup eu de débats sur les GAFAM, les grands, etc., qui allaient un peu nous avaler en Europe, on connaît par cœur toutes ces questions, eh bien, c'est vrai que, moi, je dirais le MEDEF et d'un autre côté le 440, mais d'ailleurs, là aussi, on voit comment les deux prennent leur distance. Parce que c'est super intéressant ce que tu dis, mais un peu paradoxal, parce que Roux de Bézieux, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, le fils de la Startup Nation. Enfin, on n'appelait pas ça encore Startup Nation, mais c'est Croissance Plus. Souvenez-vous, il se lance dans mais je pense que là, la téléphonie. Ils ont réussi, c'est de dire... alors bien sûr, ça reste c'est le patronat, mais qui sont déjà transformés. Ils ont abordé des sujets en effet qualité au travail, transition écologique, qui était important pour beaucoup de salariés. Inclusion. Et puis surtout, ils se positionnent comme nous aussi, on a un élément de souveraineté, on a un élément peut-être de barrage, par rapport aux Américains et aux Chinois. On peut vous offrir autre chose, donc de localité, de proches qu'il n'y avait pas du tout il y a 20-30 ans à la grande époque. Et donc, il n'y a pas la même image que le MEDEF. D'ailleurs, c'est intéressant, dans la réforme des retraites, vous regardez là aussi les réformes précédentes, on avait souvent, c'est le MEDEF qui fait la réforme. Oui. Aujourd'hui, on dit, c'est l'Europe. Bon, alors, je ne sais pas si c'est mieux. Oui, et on peut se le dire, même s'il n'aime pas qu'on le rappelle, le MEDEF est assez absent. Ils étaient même le pied sur le frein. Et voilà, lors de c'était la REF, c'est ça, de l'été dernier. Ils mettent le pied sur le frein en disant la vraie priorité, c'est l'assurance chômage. Toutes les réformes avant qui étaient considérées comme libérales. Philippe, attends, je voudrais juste encore citer une phrase qui fait un beau débat quand même. Donc, que doit faire le MEDEF? Donc, voilà, tout ce que vient de décrire Bertrand, tout ce qu'on vient de dire. Et puis, il dit, Patrick Martin, mener très clairement le combat de la croissance, c'est un objectif qui ne fait plus l'unanimité. Je trouve cette phrase très intéressante. Oui, mais c'est toute la problématique sur la transition énergétique. Ouais, croissance, décroissance. On va voir là avec la loi nucléaire qui débarque. Là, Mais je voulais juste faire une remarque. En France, on a des grandes entreprises qui semblent complètement déconnectées du MEDEF. Je pense aux grandes entreprises du luxe. Ah oui, peut-être le luxe, parce que les autres, c'est pas vrai. Ah non, mais où sont-elles ? Ouais, le luxe. Je veux dire, c'est... Bon, enfin, elles sont trois, quoi. L'Oréal, Hermès, LVMH.
Oui, elles sont 3, mais... Kering, Kering. Hermès, LVMH, parce que L'Oréal est beaucoup plus investi dans le... Mais elles sont très importantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le MEDEF tel qu'il est représenté, il n'incarne plus quelque chose quand il n'incarne pas les entreprises du luxe sur lesquelles il y a toujours il y a des milliardaires. Donc, on a une vision qui a un peu changé. Le CAC 40, vous avez vu ce truc, alors j'ai pas eu le temps d'en parler moi la semaine dernière, mais j'ai été très surpris. Donc c'est quoi le chiffre? C'est plus de la moitié de la capitalisation du CAC est maintenant détenue par des familles. Ouais. Je crois que c'est ça le truc, ce qui est beaucoup lié au luxe, évidemment. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Non, mais on l'a vu même quand même dans la crise énergétique ou même les crises depuis le Covid. À chaque fois, c'était voilà, il faut faire payer la pharmacie, ensuite le secteur de la santé, ensuite le secteur numérique, etc. Donc tu voudrais que Bernard Arnault investisse dans le MEDEF? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, moi. On regarde tout ce qu'on vient de raconter, du calme, de la sérénité, de tout ça, je suis pas sûr. Associé au patron d'Hermès, ça pourrait être sympathique. Ah, t'imagines? C'était quand? C'était 2010? Non, un peu après, non, 2012, 13, je sais plus. La bataille homérique entre Hermès et LVMH. Bon, on a fait le tour. Oui, on n'aura pas le temps de parler des finances publiques, mais on en parlera de la semaine. Dans la semaine, l'avertissement de Pierre Moscovici, nous avons un endettement qui pourrait paralyser l'action publique. Je pense aussi que c'est une des clés de ce dont on parlait tout à l'heure, paralyser aussi l'action privée. Mais je pense qu'on peut en parler dans un an aussi, parce que Pierre Moscovici fera à peu près la même déclaration dans un an. Ouais, la question c'est quousque tandem, quoi. C'est comme la crise, la récession, la dette, voilà. Tous les 6 mois... Sauf que la crise et la récession, c'est un cycle. La dette, non. La dette, ça reste. Un cycle beaucoup plus long. Point bas, c'était Ça 74. Ça reste. Bon, merci, chers amis. Merci à tous. Alors, demain, émission d'interview autour de 2 sujets. Alors, d'abord, on parlera énergie, puisque alors, c'est la loi d'accélération nucléaire qui arrive... à l'Assemblée nationale, là, mais c'est l'hydrogène qui m'intéresse. Il y a pas mal de questions pratiques quand même à se poser autour de l'hydrogène, donc on va voir ça. Et puis, on parlera logement aussi, c'est un des autres sujets que j'avais mis de côté, mais dont là aussi, je pense, on aura l'occasion de reparler ensemble sans problème. Merci de nous avoir suivis, merci à tous, et donc à demain.